Bien, nous reprenons nos travaux. Merci, Monsieur le procureur général, d'être ce soir au Sénat devant la commission des lois qui continue ses auditions dans une mission qu'elle s'est donnée et qu'elle a confiée tout particulièrement à Madame Bellureau et Monsieur Durin sur modification, ou en tous les cas la réorganisation de la police nationale, avec le point particulier, ou j'allais dire la problématique particulière, de la police judiciaire. Nous avons vu, comme tout le monde, un certain nombre de réactions qui se sont fait connaître pour manifester un désaccord sur la manière dont les choses pouvaient s'organiser, ou manifester des inquiétudes à l'égard du fonctionnement futur de la police judiciaire, de ses relations avec la justice, naturellement, les procureurs de la République ou les juges d'instruction. Et donc, c'est dans ce contexte-là que vous êtes présents ce soir et que l'on souhaite recueillir votre point de vue, puisque vous vous êtes effectivement exprimé sur le sujet. Donc, Madame Bellureau, Monsieur Durin sont les deux rapporteurs, les autres collègues sont là, et comme nous le faisons d'habitude, on va vous donner la parole. Et puis ensuite, il y aura sans doute, évidemment, des questions, naturellement. Vous indiquez que le rapport qui se prépare, en tous les cas, sur lequel travaillent nos rapporteurs, est programmé pour plutôt le début de l'année. Mais il y a un travail de fond qui est engagé. Voilà. Merci. Je vous rappelle à toutes et à tous, et à vous, Monsieur le procureur général, que nous sommes retransmis sur le site Internet du Sénat. Je me parle sous votre contrôle, donc de façon à ce que chacun sache qu'il est observé. Je vous en prie, Monsieur le procureur général. Voilà. Je ne sais pas comment vous souhaitez qu'on procède. Moi, je pensais faire une petite déclaration liminaire. Vous avez eu l'amabilité de me faire passer un certain nombre de questions pour lesquelles j'ai préparé des réponses. Donc, si vous voulez, je peux dérouler les questions et les réponses. Et puis après, je serai à votre disposition pour répondre à toute question que vous souhaiterez me poser. Donc, je voulais d'abord remercier la commission d'avoir souhaité m'entendre et de me faire part de mes observations, qui finalement sont faites un peu un double titre, hein, d'abord avec effectivement mes fonctions actuelles, j'y reviendrai, et puis j'ai quand même été plus de 40 ans magistrat du parquet, ce qui fait que, effectivement, lorsque je suis passé à France Inter à la fin du mois d'août, j'ai eu droit à une question d'un auditeur, vous connaissez le format, et j'ai répondu sur effectivement ce que j'en pensais. Il faudrait peut-être commencer déjà par rappeler les principes qu'il ne faut pas oublier. L'article 12 du Code de procédure pénale, donc la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République, donc sous la direction des parquetiers pour les enquêtes et sous l'autorité des juges d'instruction pour les investigations effectuées sur commission rogatoire. Et ce qui me paraît important, c'est de rappeler, au-delà des principes et des rappels de principes, c'est que ce principe est un principe à valeur constitutionnelle, puisque depuis, de mémoire, la décision rendue par le Conseil sur la LOPSI, le 10 mars 2011, le Conseil a bien affirmé qu'il résultait de l'article 66 de la Constitution que la PJ devait être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire, qu'à cette fin, les articles qui suivent dans le Code de procédure pénale assuraient effectivement le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire sur les officiers et les agents de police judiciaire. Principe qui est donc fondé essentiellement sur le fait que, conformément à la Constitution, les magistrats sont gardiens de la liberté individuelle, et principe d'où découle un certain nombre de conséquences. Et d'abord, bien évidemment, un qui est essentiel, c'est le principe du libre choix du service enquêteur par le procureur de la République ou le juge d'instruction. J'ajouterai que c'est aussi un moyen qui est indispensable pour que le procureur de la République, au travers des enquêtes qu'il diligente, puisse mettre en œuvre la politique pénale qui a été décidée par le gouvernement et qui résulte des circulaires qui lui sont adressées par le garde des Sceaux. Et c'est bien au nom de ces principes que le 26 octobre dernier, ça pourrait paraître improbable comme ça, c'est au nom, je pense, de ces principes que le Conseil supérieur de la magistrature, garant de l'indépendance de la justice en assistant le président de la République, a souhaité faire part de sa préoccupation au regard du contenu de cette réforme. Donc je voudrais d'abord à ce stade peut-être invoquer certaines nuances et insister sur le fait que les propos publics que j'ai pu tenir à la radio sur la mise en œuvre de cette réforme datent de la fin du mois d'août, puisque vous savez que depuis, face à l'unanimité des critiques
plusieurs interventions de Monsieur le ministre de l'Intérieur et du directeur général de la police nationale sont venus préciser, voire amodier les contours du projet qu'ils envisagent, qui est, si j'ai bien compris, toujours en cours de construction, ce qui complique effectivement quand même la mise en œuvre d'une telle réforme, dont il reste toujours délicat, en tout cas, moi je le dis très modestement pour moi, d'apprécier aujourd'hui les contours exacts et les effets concrets. Puisque, si j'ai bien compris, le ministère de l'Intérieur évoque maintenant des garanties du respect du principe de direction de la PJ par les procureurs. De même, j'ai entendu dire que l'échelon zonal serait préservé, qu'il n'y aurait pas de départementalisation de la police judiciaire, ni de modification des offices et de leurs antennes. J'en sais pas plus. Donc je pense que l'exercice dans lequel vous me demandez d'entrer consiste peut-être davantage à bien cibler les différents enjeux au regard de l'expérience que j'ai eue sur le traitement de certaines formes de criminalité. Mais éventuellement, ces différentes annonces qui ont été faites semblent répondre déjà à des inquiétudes qui ont été... Vous considérez qu'elles répondent déjà ? Moi, j'attends de voir l'épure définitive du projet pour me prononcer là-dessus. Simplement, je déduis des annonces qui ont été faites que les critiques, en tout cas, avaient été entendues et que, visiblement, le ministère de l'Intérieur travaillait à des évolutions. Ça me paraît d'autant plus nécessaire que, longtemps, on n'en a pas parlé, mais les résultats des expérimentations demeurent très mitigés au regard des informations qui nous remontent du terrain. Vous savez que dans la justice, on n'est pas très nombreux, donc on échange beaucoup, à tel point qu'une mission d'évaluation a été décidée à travers l'intervention de 3 corps d'inspection des ministères de l'Intérieur et de la Justice. Moi, ce que je voudrais dire ab initio, c'est que je ne suis pas de ceux qui disent que la police n'a pas besoin d'être réformée. Il y a certainement besoin d'une réforme pour améliorer l'organisation, le fonctionnement et pour améliorer le traitement des criminalités du quotidien. Simplement, les échos dont on peut faire état quand on est magistrat, c'est qu'en réalité, je pense qu'on est dans une situation de crise aujourd'hui. Puisqu'il faut bien comprendre que la police ne se réduit pas à la police, aux effectifs de police en tenue bleue sur la voie publique, et qu'il faut bien comprendre que si les interpellations faites par les policiers ne sont pas suivies par des investigations de police complètes et impartiales, eh bien, la justice qui suit ne peut pas être de qualité. La police judiciaire, c'est la police de la preuve, et il est donc indispensable que les investigations qui soient diligentées soient complètes, soient exhaustives, soient impartiales, et que la procédure soit de bonne qualité. Or, on vit actuellement une époque, une situation de crise qui est due à plusieurs facteurs. Il y a d'abord une désaffection pour la police judiciaire et pour l'investigation, qui se traduit par un déficit de vocation et d'attractivité et par suite de sous-effectifs. Il suffit de lire le rapport, on se rend compte qu'il y a 17 000 OPJ alors qu'il en faudrait 22 000. Il en faut donc davantage, mais c'est comme les médecins, il ne faut pas non plus baisser la qualité de la formation, il faut qu'ils soient toujours aussi bien formés. La complexification de la procédure pénale, j'en dirai pas plus là-dessus à la commission des lois du Sénat qui sait ça aussi bien si ce n'est mieux que moi. La réforme des corps et carrières de la police nationale de 1995, qui dans les services de sécurité publique a vu un désengagement majeur du judiciaire, des commissaires et de l'encadrement supérieur. Des stocks de procédures en souffrance dans les commissariats qui s'aggravent constamment. Les dernières estimations font état de 2 millions de procédures en souffrance, donc non traitées. C'est fait quand même beaucoup sur un volume de 5,9 millions, c'est quasiment le tiers, et qui seront donc pour la plupart très vraisemblablement classées, conformément au travail qui a été préconisé par le ministère auprès des parquets dans cette circulaire de mai 2021. Donc ce sont là aussi autant de victimes qui ont déposé plainte et qui ne recevront vraisemblablement jamais de réponse. Des délais de traitement d'enquête qui s'allongent. Et enfin, tous les magistrats font ce constat, le constat d'une dégradation constante de la qualité des procédures pénales, particulièrement en sécurité publique, dégradation qui tient autant à l'insuffisance des effectifs qu'à l'insuffisante qualité procédurale des enquêteurs de la sécurité publique, alors même qu'ils assurent plus de 90% des missions d'investigation. Ce n'est pas le cas par contre pour la police judiciaire qui, je pense, a su tenir et préserver un bon niveau de qualité sur les enquêtes qui lui sont confiées en matière de grande criminalité organisée et financière. Enfin, j'en terminerai en disant qu'il y a des bonnes relations de travail entre les procureurs de la République et les juges d'instruction et les chefs de service de police judiciaire. La situation en sécurité publique est un petit peu différente, en ce sens que les directeurs départementaux sont en général beaucoup plus tournés vers le travail avec les préfets,
qui sont depuis quelques années, et à juste titre, beaucoup plus impliqués dans les missions de sécurité. Les procureurs ont donc moins en général de rapport avec les chefs départementaux et ont plutôt des relations à quotidien avec des adjoints en charge d'investigation judiciaire. Le livre blanc de la sécurité de 2020 exprimait clairement l'objectif de renforcer l'autorité des préfets sur la police nationale. Donc j'en viens au projet. Que je résumerai très vite, puisque, alors là je parle de l'épure initiale, qui, je le rappelle, consistait, si je l'ai bien compris, à rassembler à l'échelon du département tous les services de police sous l'autorité d'un responsable départemental unique, lui-même placé sous l'autorité du préfet, qui serait le chef de 4 filières, sécurité publique, renseignement, police aux frontières et investigation, police judiciaire, avec la disparition d'un certain nombre de services qui verraient donc une sorte de fusion au sein d'une filière investigation, aux côtés des enquêteurs des sûretés départementales de la sécurité publique, qui aujourd'hui traitent un spectre, on va dire, plus bas de la délinquance. Le but de la réforme, si j'ai bien compris là encore, était de mettre fin au fonctionnement en tuyau ou en silo, ce qui est à mon avis effectivement tout à fait légitime au sein de la police nationale, où chaque service ne rend compte qu'à sa direction centrale, et de renforcer les pouvoirs des préfets et de porter bien évidemment, c'est ce qu'avait dit je crois Monsieur le Ministre, une attention prioritaire à la criminalité du quotidien. Alors j'ai évoqué les dangers que l'état initial de ce projet pouvait susciter. Il est rare, ça me fait vous la faire de mauvais esprit, de voir un projet susciter une telle unanimité dans les critiques. Il n'y a quand même pas beaucoup de projets qui arrivent à réunir contre lui des policiers, des magistrats et des avocats. D'abord, je crois que l'échelon du département n'est pas adapté au traitement de la criminalité organisée. Les groupes criminels les plus structurés sont très mobiles, ils s'entraident, ils étendent leur ramification à travers tout le territoire et à l'étranger. Les sources sont sûres, c'est le rapport du CIRASCO. Le CIRASCO, c'est une source du ministère de l'Intérieur, le rapport annuel. J'ai aussi travaillé sur ce sujet, moi, il y a 3 ans, quand Mme Belloubet m'avait saisi d'un rapport sur la criminalité organisée et financière. On avait à l'époque fait le constat que les dossiers de criminalité organisée ne cessaient de se complexifier, notamment dans des modes opératoires sophistiqués, je nous cite, utilisés par les groupes criminels, et de s'internationaliser. On avait à l'époque fait le constat que le haut du spectre de la criminalité n'était pas suffisamment bien traité, et on avait souligné alors, en 2019, la dimension ultra-régionale, voire nationale, tout comme l'internationalisation de ces modes opératoires. On est vraiment à l'opposé d'un traitement dont la logique serait départementale. Enfin, je pense que le projet dans son état initial, toujours ne répond pas aux enjeux de la qualité des procédures et au nombre suffisant d'OPJ. À travers un projet comme ça, je crois qu'il y a bien évidemment, on se rend compte qu'il semble en fait peut-être répondre à d'autres objectifs qui sont ceux de la gestion de la pénurie des enquêteurs OPJ en sécurité publique, la concentration par la déspécialisation et la concentration des effectifs et la recherche de résultats plus visibles en matière de délinquance du quotidien et de maintien de l'ordre. Mais ce faisant, le projet peut avoir peut-être certains avantages pour la sécurité publique. L'inconvénient serait bien évidemment de toucher et d'abîmer un outil qui fonctionne, la PJ, qui fonctionnait plutôt bien dans des enquêtes complexes et longues qui touchaient principalement à la criminalité organisée et qui risquent donc d'être impactées. Ce que je dis est encore plus vrai, bien sûr, pour le traitement de la délinquance financière. Donc le risque, avec un tel état du projet, c'était de voir la PJ perdre son indépendance et son niveau de technicité. Le risque que la priorité soit donnée au traitement des cibles les plus visibles, et j'y reviendrai au travers des questions que vous m'avez posées, et les plus faciles à traiter au détriment des infractions les plus graves, les plus complexes, les plus cachées, les plus tapis. On pourrait résumer tout ça sous le terme politique du chiffre. Enfin, le danger d'affaiblir le principe de direction de l'enquête par les magistrats du parquet et les juges d'instruction. Alors bien sûr, sur le papier, les choses ne bougent pas. L'article 12 reste ce qu'il est. Le risque est quand même fort de voir devenir le DDPN sous l'autorité du préfet l'autorité décisionnaire en matière de politique pénale. Enfin, en renforçant l'autorité des préfets de département, là aussi, suivant la personnalité des préfets, je pense qu'il existe un soupçon et un risque d'interférence dans les enquêtes des préfets, des politiques et des élus. Donc, si vous voulez bien, je vais répondre à vos questions en étant le plus synthétique possible. La première question, c'était comment les magistrats répartissent-ils les enquêtes entre les différents services en application de l'article 12-1 du Code de procédure pénale. Donc, répartition sécurité publique PJ. Les services police judiciaire sont-ils parfois amenés à traiter des affaires de la délinquance du quotidien? Dans quelles conditions? Alors là aussi, avec l'expérience qui est la mienne, je ne pense pas que ça ait beaucoup changé. On répartit les enquêtes en général en fonction de la gravité des faits
de la complexité des investigations et de la compétence et de la technicité des services d'enquête. Globalement, les services de sécurité publique sont chargés des affaires de petite et moyenne délinquance, des infractions de voie publique, vol simple, vol aggravé, atteinte aux personnes, violence conjugale, petit trafic de stupéfiants, usage de stupéfiants, RICS, violence volontaire, agression, atteinte sexuelle, petite escroquerie, vente à la sauvette, etc. Et au sein de la sécurité publique, les sûretés départementales, qui sont le service qui ont, j'allais dire, la meilleure expertise en matière effectivement d'affaires un peu plus compliquées, sont, elles, chargées plus souvent des affaires de violence urbaine et des trafics de stupéfiants. Les affaires criminelles, par contre, et les affaires de criminalité organisée et financière sont de fait quasiment toujours confiées à des services spécialisés. Je pense bien sûr aux sections de recherche en zone gendarmerie et en zone police, aux services de police judiciaire, c'est-à-dire direction zonale de la PJ, services territoriaux ou antennes de police judiciaire. Et là-dessus, une place quand même, il y a 8 juridictions interrégionales spécialisées dans notre pays aujourd'hui. Les GIRS, qui traitent le haut du spectre de cette criminalité, elles, travaillent quasi exclusivement, soit avec des offices centraux, soit beaucoup plus souvent avec des directions zonales de police judiciaire ou avec des sections de recherche. La seconde question... pardon. Excusez-moi. Ce qu'on peut faire, peut-être, parce qu'en effet, il y avait un certain nombre de questions qu'on va qualifier de plus techniques, qui sont celles-ci, et donc merci de peut-être vouloir y répondre à l'oral, mais peut-être qu'on peut, parce que ça sera plutôt par écrit, peut-être qu'on peut avoir des questions plus, entre guillemets, générales, et éventuellement, si je peux en lancer une, c'est de rebondir sur ce que vous avez dit, concernant donc la police et se dire que on a entendu dire que, enfin on entend que cette réforme veut conduire peu ou prou à l'organisation de la gendarmerie nationale, à la préfecture de police et se calquer un peu sur cette organisation. Donc, est-ce que dans l'organisation, alors si d'abord peut-être que vous ne pensez pas, et si éventuellement ça se rapproche de cette organisation, est-ce qu'aujourd'hui on rencontre des difficultés, vous rencontrez des difficultés avec le traitement des affaires judiciaires qui sont suivies par la gendarmerie et la préfecture de police? Si oui, pourquoi? Et si ça n'existe pas, ces difficultés, alors pourquoi ça serait plus à craindre si c'est la police judiciaire de la police nationale? Je pense que le postulat n'est pas bon. La réforme, on ne peut pas dire que la réforme mettrait les choses sur la même organisation que la gendarmerie et la préfecture de police. Pour moi, ce n'est pas le cas. Il y a des points communs, mais il y a aussi de fortes différences. Il y a des points communs sur l'unité de commandement. C'est vrai que dans l'organisation de l'APP et dans l'organisation de la gendarmerie, vous avez une unicité de commandement au niveau du département. À Paris, vous avez un préfet, le directeur de la sécurité publique est placé sous l'autorité d'un préfet, c'est vrai. En zone gendarmerie, tous les services du département, c'est un homme, un commandement, une mission, des moyens. Tout ça, c'est sous l'autorité du commandant de groupement de gendarmerie, qui est lui-même placé sous l'autorité du préfet. Mais la comparaison s'arrête là, parce qu'il y a de grosses différences. En gendarmerie, vous avez les sections de recherche qui sont chargées du traitement de la grande criminalité et délinquance organisée et financière, qui ne sont pas du tout placées sous l'autorité des commandants de groupements départementaux, elles sont placées sous l'autorité des commandants de région, ce qui est tout à fait différent. Et sur la préfecture de police, la comparaison en réalité aurait été véritablement fidèle dans l'organisation qui était celle de l'APP il y a 20 ans, où les commissariats parisiens étaient organisés en districts dans lequel étaient fusionnés tous les services qui traitaient tous les dossiers. Et ce modèle a été abandonné à la fin des années 90 ou au début des années 2000, je ne sais plus très bien, pour avoir un dispositif dans lequel effectivement le préfet de police a la main mise sur le plan administratif en termes d'autorité sur tous ces services, mais on a deux paysages très différents entre lesquels les magistrats peuvent tout à fait choisir comme ils le veulent. Vous avez des services de sécurité publique avec des commissariats de sécurité publique dans chaque arrondissement qui traitent effectivement les affaires de petite et moyenne délinquance. Et vous avez une direction régionale des polices judiciaires qui est articulée avec une organisation fondée autour de la création de brigades centrales, brigades criminelles, BSP, BRI, etc., et de districts de police judiciaire qui sont là
pour traiter le haut du spectre de la délinquance parisienne et les affaires les plus graves. Donc, ce n'est pas du tout comme le projet initial tel qu'il était bâti. Encore une fois, point commun, il y a certainement une unité du commandement qui ne présente pas pour le judiciaire d'inconvénients particuliers. Moi, je comprends tout à fait la cohérence qu'il peut y avoir à placer sur un mode administratif sous un mode de commandement unique, hein, et notamment en termes d'obligation de compte rendu à un ensemble de services. Mais à Paris, on a le choix entre saisir des commissariats, saisir la sûreté territoriale ou saisir des services départementaux ou des districts de police judiciaire. Et en gendarmerie, on a le choix entre saisir des services locaux, une section de recherche. Monsieur le procureur général, merci de votre présence et de ces réponses. 3 questions. Vous les avez évoquées dans votre propos liminaire. Il y a un vrai sujet de désaffection pour la fonction judiciaire, assorti d'une difficulté récurrente de qualité des procédures. Et on a le sentiment que par la réforme qui est envisagée, j'ouvre une parenthèse, dont finalement on ne sait quand même pas grand-chose. Parce qu'on apprend, là il y a eu un article dans le journal où la personne chargée de conduire la réforme donne quelques éléments nouveaux. Il y aura des divisions spécialisées sur la criminalité organisée, des divisions territoriales, les sûretés changeront de nom, le procureur pourra noter les directeurs départementaux. Alors, donc dans le feuilleton, on apprend des choses au fur et à mesure. Je ferme la parenthèse. Est-ce que la réponse à la désaffection et la qualité des procédures passe par aller puiser de la compétence dans la police judiciaire pour les affecter en sécurité publique? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un affaiblissement des spécialités métiers? Et est-ce que la réponse au fond n'est-elle pas finalement dans la question de l'unité de commandement qu'on retrouve sur la gendarmerie et qui permettrait d'avoir une meilleure vision entre ce que fait la main droite et ce que fait la main gauche dans l'organisation actuelle de la police nationale? Je ne conteste pas l'unité de commandement. Ce que je trouverais préjudiciable, c'est de faire disparaître purement et simplement des services qui ont su préserver une technicité et une qualité. Je sais qu'au niveau de la PJ, à un moment donné, dans la discussion qu'il y avait eu des contre-propositions de certains responsables de la PJ qui consistaient à maintenir toutes les échelons de police judiciaire, quitte à les mettre sous l'autorité de DDPN ou des ZPN. Pourquoi pas? Je ne vois pas en quoi l'unité de commandement entraîne inéluctablement la disparition de services qui risquent de perdre leur technicité, leurs compétences en étant fondus dans une espèce de magma qui devra traiter à la fois des affaires de petite délinquance, de moyenne délinquance et de grande délinquance. C'est ça que je pense qui fait peur aux collègues. D'autant que là aussi, je disais, on n'a pas une vue exhaustive et je pense que les inspections qui ont été ordonnées font du bien là-dessus, mais ça parle quand même sur les expérimentations. Je n'ai pas compris que dans les endroits où, dans les départements où la réforme avait été expérimentée, il y a eu des résultats parfaitement profitables et que notamment, grâce à l'expérimentation, on ait pu réduire le stock des procédures en souffrance dans les commissariats. Ce n'est pas du tout ce que j'ai compris. J'ai même plutôt compris l'inverse, en ce sens que l'expérimentation qui avait été faite n'avait pas véritablement eu d'impact là-dessus. Mais ça, je pense que l'expérimentation, l'évaluation des inspections fera la part des choses. Donc, si vous voulez, après, donc encore une fois, l'unité de commandement, pourquoi pas? Moi, j'ai toujours lutté dans tous les endroits où je suis passé, même avec ma culture judiciaire, contre les fonctionnements en silo. Je trouve qu'il n'y a rien de pire. Donc, c'est pas moi qui va venir vous dire aujourd'hui qu'il ne faut pas lutter contre les fonctionnements en silo. Bien sûr qu'il faut lutter contre les fonctionnements en silo. Mais je pense qu'il faut essayer d'avoir un système qui préserve la qualité d'un outil et qui fasse que si demain, un procureur ou un juge d'instruction doit saisir un service avec des investigations qui vont se dérouler hors du département ou dans l'interrégion ou à l'international, on puisse avoir la garantie que le chef du service concerné donnera les moyens de faire ces enquêtes. Quant à ce que vous évoquiez, la dernière chose, je ne vais pas vous omettre d'y répondre, le fait que le DDPN soit évalué par les procureurs de la République, c'est très bien, je ne vais pas m'en plaindre, la plupart ne l'étaient pas.
parce que je vais être désagréable, on n'évalue que les OPJ. Vous aviez un certain nombre de directeurs départementaux de sécurité publique qui ne demandaient pas leur habilitation au OPJ pour justement éviter d'être évalués par les parquets. Donc ça, c'est une bonne chose. Pour autant, il faut rester objectif et garder les pieds sur terre. Ce n'est pas une mesure révolutionnaire qui assurera le succès ou l'échec de l'opération. Mais c'est vrai que ça va dans le bon sens, il faut le reconnaître. Caner. Oui, monsieur le procureur général, bonsoir. On prête à Benjamin Disraeli, ancien Premier ministre britannique, cette phrase « réformer ce qu'il faut, préserver ce qui vaut ». Et manifestement, vous voulez préserver ce qui vaut, en l'occurrence. Et on a eu un débat sur le texte LOPMI, avec un débat presque historique avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur le fait qu'il y a eu des tentatives de regroupement départemental des forces de police, sécurité publique, renseignement territorial, aussi la police aux frontières, même si a priori, selon moi, j'ai eu un débat d'ailleurs par SMS avec le ministre, la police judiciaire n'était pas incorporée dans cette démarche, imaginée par Pierre Joxe, mise en œuvre par d'autres ministres et cassée par un certain Charles Pasqua, bien connu de certains collègues ici présents. Donc la question qui est posée, c'est mais qu'est-ce qui fondamentalement amène aujourd'hui l'exécutif à vouloir cette réforme? L'efficacité est toujours mise en avant. La vraie question, c'est est-ce que cela est lié en fait à la volonté d'un contrôle politique, je pèse mes mots, lié au préfet au travers du DDPN. Peut-être que vous ne me répondrez pas pour des questions des obligations de réserve, éventuellement, je n'en sais rien, quoique votre autonomie est certaine, mais en tout cas c'est l'interprétation que beaucoup d'entre nous en tout cas estiment, et que ça n'améliorerait pas l'efficacité de la police judiciaire dans notre pays. Vous avez eu malheureusement à connaître d'affaires extrêmement douloureuses dans ce pays. Est-ce que, par exemple, ces affaires auraient été mieux traitées si la police judiciaire était départementalisée dans le cadre de la réforme qui est prévue? Merci, monsieur le Si, procureur. quelle affaire? Je voulais donner la parole à monsieur Sueur qui l'a demandé. Merci, monsieur le procureur général. Je dois dire que j'ai écouté comme toujours avec un très grand intérêt ce que vous avez dit. Et d'ailleurs, je dois dire que j'étais parmi vos auditeurs de France Inter. Et j'ai trouvé que ce que vous avez dit à France Inter était clair. J'ai vu que ce que vous disiez là était clair, même si peut-être avez-vous fait un effort pour entrer dans une logique ou pour prendre en compte la logique qui est présentée par le ministre de l'Intérieur. Mais j'ai le sentiment que ce que vous dites est finalement très clair. Je crois qu'à partir du moment où la police judiciaire est sous l'autorité du parquet, c'est incompatible avec le fait qu'il y ait un commandement unique de l'ensemble de la police sous l'autorité d'un responsable de la police. Je crois qu'il y a l'incompatibilité n'empêche pas, bien entendu, comme vous l'avez dit, les contacts, la coopération, la collaboration. C'est vrai que vous avez dit que durant toute votre carrière, vous avez récusé le travail en silo. Si bien que ma question, c'est peut-être même pas une question, vous comprenez bien la complexité de la chose, c'est que je pense que vous avez raison depuis France Inter et que les arguments que vous avez produits là font que vous persistez à avoir raison et que les amodiations dont vous faites part montrent l'esprit d'ouverture qui est le vôtre, mais finalement, si l'on est dans la logique du ministre de l'Intérieur, et nous l'avons beaucoup interrogé, je crois que ça ne marche pas, que l'idée de compromis sur ce sujet-là, et pourtant, moi je trouve que le compromis est parfois très, très utile, mais l'idée de compromis ne marche pas. Et je voulais vous demander si vous étiez en accord avec ça, mais vous n'êtes pas obligé de me répondre. D'ailleurs, c'est une vérité générale. Bien, merci monsieur Sueur. Monsieur le procureur général, deux intervenants encore. Monsieur Richard, puis madame de la Gontrie.
Je voudrais prendre un autre sujet qui est la nécessité, je crois reconnue unanimement, d'une refonte du Code de procédure pénale. Quelle méthode pensez-vous la plus adaptée pour arriver au nouveau Code de procédure pénale? Une observation superficielle me fait penser que ce qu'on fait pour tous les codes, qui est une habilitation à droit constant, ne fonctionne pas pour deux raisons. La première, c'est que nous n'avons sans doute pas les conditions politiques pour que le Parlement consente à une telle habilitation, et que deuxièmement, l'objet n'est pas de le faire à droit constant. En même temps, de partir avec un projet neuf qui va représenter 2 ou 3 000 articles dans une procédure législative ab initio paraît aventureux. Voyez-vous une autre voie qui permette d'aboutir, car cette nécessité est urgente? Merci, Monsieur Achard. Madame de La Gontrie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le procureur général, je dois dire que sur la mise en œuvre de cette réforme, nous avons un peu de difficulté, me semble-t-il, à identifier le process, le calendrier, les modalités, etc. Hier, nous avons auditionné le garde des Sceaux sur son budget, et in fine, mais nous étions déjà avec lui depuis 2 heures. Quelques questions lui ont été posées sur ce point. Et il a évoqué le fait que des évaluations donc, de l'expérimentation étaient prévues ou en cours, sans qu'on comprenne très bien. Voilà. Donc tout un travail d'évaluation. Il a été d'une prudence évidemment dessus sur l'appréciation sur le fond de la réforme, c'est bien normal. Vous avez vous-même, il y a quelques instants, fait référence aux évaluations avec une formule, elle aussi, assez floue, je dois dire, indiquant « je crois savoir », etc. Donc, en un mot commençant, est-ce que l'expérimentation a été évaluée ? Quelles en sont les conclusions et comment peut-on s'appuyer dessus? C'est-à-dire comment peut-on en avoir connaissance? Que sais-je? Évidemment, je vous pose cette question. Vous n'êtes pas celui qui est censé... Mais voilà, si vous pouvez nous aider à y voir plus clair dans ce sujet, ce serait très utile. Merci, Madame de La Gontrie. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. J'espère que je ne vais rien oublier dans les questions. Pour répondre à la question de monsieur le sénateur Caner, non, je pense que le département n'est pas le bon échelon, mais à plusieurs titres. D'abord, on regarde la complexité. Vous avez pris des exemples à l'évidence. On n'est pas dans une approche départementale, c'est évident. Moi, si vous voulez, on est dans du grand écart. Il y a un vrai problème de cohérence derrière tout ça. On nous demande à nous, au plan judiciaire, de nous spécialiser de plus en plus. On le voit dans l'organisation judiciaire. Depuis les lois Perman 2004, vous avez des GIRS, vous avez des pôles de santé publique, il y en a 2. Maintenant, il y a la Junalco, qui traite le haut du spectre du crime organisé. On spécialise de plus en plus. Comment bâtir un système dans lequel l'un des acteurs se spécialise et l'autre va se devenir plus généraliste qu'avant. Ça ne matche pas, je suis désolé, il y a un vrai souci. Donc, moi, je pense qu'il y a effectivement un vrai enjeu derrière tout ça. Et il y a une autre approche, en plus, par rapport au département, qui fait que, ça c'est dans l'expérience parquetière, on sait aussi que parfois, on parle souvent de dépayser des dossiers. On peut les dépayser au niveau d'une poursuite ou d'un jugement. Il y a aussi des fois des enquêtes qui méritent d'être dépaysées. Quand vous avez, par exemple, une sécurité publique d'un département qui va travailler avec une administration au quotidien dont le chef fait l'objet d'une plainte, il est peut-être plus sain de dépayser de l'enquête et de l'envoyer ailleurs. Là, l'utilité d'un service régional est assez évidente. Quand vous avez des violences urbaines avec des policiers qui ont été victimes de menées très graves de la part de délinquants locaux, il est quand même mieux de donner ça à un service qui aura un certain recul par rapport aux faits dont ont été victimes les collègues. Quand vous avez une affaire de violence, d'usage légitime ou illégitime d'armes à la suite de refus d'obtempérer, là aussi, il vaut mieux avoir des services qui ont un certain recul et qui n'appartiennent pas au même service que le policier qui a fait usage de son arme. Donc je pense qu'il
il faut préserver tout ça. Sur la seconde question, moi, je crois, je ne veux pas éluder la question, je pense qu'il n'est pas forcément incompatible de vouloir réformer, je pense qu'il faut préserver un outil. Encore une fois, je ne pense pas qu'il soit illégitime de vouloir réformer et mettre de l'ordre en termes de commandement. Je pense qu'il n'est pas illégitime de vouloir réformer les choses au regard de la baisse du taux d'élucidation, notamment en matière de petite et moyenne délinquance. Donc je ne vais pas venir vous dire qu'il ne faut pas toucher. Je pense qu'on peut toujours faire mieux, il faut toujours chercher à faire mieux. Par contre, il y a un véritable enjeu, quel que soit le mode qui sera déterminé, il faut bien comprendre que si les parquets n'ont pas les moyens des enquêtes qu'ils ont ordonnées, ils ne peuvent pas mettre en œuvre leur politique pénale. Et ça, je suis désolé. Donc, on ne peut pas aller vers un système qui consisterait à faire, et ça, les expérimentations l'ont démontré, du directeur départemental de la police nationale, quelqu'un qui serait arbitre, en réalité, des décisions du parquet et qui ferait ce qu'il aurait envie de faire. Imaginez, par exemple, vous êtes procureur en Saône-et-Loire, hein, vous voulez saisir la DDSP locale avec une enquête qui va amener à faire des investigations dans la région lyonnaise et peut-être sur la Grande Bourgogne, etc. Est-ce que vous croyez, franchement, que le directeur départemental va accepter de distraire des effectifs dont il a besoin au quotidien pour aller travailler sur des enquêtes au long cours qui vont durer des semaines ou des mois dans des départements dont il a pas forcément grand-chose à faire. Et là-dessus, je pense qu'il ne suffira pas une doctrine d'emploi. Parce qu'une doctrine d'emploi, c'est bien, ça rassure, mais ça peut être changé du jour au lendemain. Donc moi, je n'ai pas la réponse miracle, mais je pense qu'il faut avoir un système qui préserve le libre choix, donc qui préserve effectivement l'existant à travers des services zonaux interrégionaux de police judiciaire qui permettent aux procureurs de choisir. Et dans un monde idéal, peut-être un jour on peut rêver d'un système dans lequel les procureurs de la République auraient peut-être leur mot à dire en termes d'affectation des moyens dans les enquêtes qu'ils ont ordonnées. Et il y aurait peut-être un peu plus de cohérence au niveau de l'État là-dessus. Sur la troisième question de M. le sénateur Richard, sur le code de procédure pénale, je pense qu'une simplification... Alors, je n'ai pas compris que ça serait une simplification à droit constant à 100%. Je pense qu'une simplification à droit constant ne règle aucun des problèmes. Si c'est uniquement pour toiletter le code et éviter les redondances, ça ne va pas régler le problème de la crise de la filière investigation qui fait que les gens ne sont plus là. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais procureur Paris, je me plaignais toujours des insuffisances effectives de la PJ. On a vu, après les attentats, toute une vague de mutations intervenir au sein de la police. Tout le monde voulait quitter la filière investigation pour aller où? Dans le renseignement. Effectivement, le renseignement, c'est bien, il y a beaucoup moins de procédures, même s'il y en a un peu plus avec la loi de juillet 2015 aujourd'hui. Donc, c'était j'ai même connu cette situation où, quand je me plaignais de l'insuffisance effective de certaines brigades à la PJ, et où le directeur de la PJ créait des postes, il n'y avait pas de candidats. Donc je pense qu'il faudra certainement qu'une simple codification à droit constant, simplification à droit constant pour arranger tout ça. Là où les choses se compliquent, c'est que, vous le savez mieux que moi, les réformes de fond de la procédure pénale dépendent aussi d'un phénomène bloquant. On n'arrivera pas à réformer le fond des choses tant qu'on n'aura pas réglé le problème du statut du parquet, qui a aujourd'hui un effet bloquant sur l'évolution des choses. Enfin, moi, c'est ma conviction. Donc je pense que l'exercice risque d'être compliqué et je ne suis pas sûr que ça règle les choses. Alors qu'à l'autre marge de manœuvre, il y a effectivement la volonté, mais j'ai cru comprendre qu'elle existait aujourd'hui, c'est très bien, à condition que la formation soit au niveau. Il faudrait avoir beaucoup plus d'officiers de police judiciaire, notamment en sécurité publique, et avoir des officiers de police judiciaire qui soient beaucoup mieux encadrés. Donc revoir effectivement les effets néfastes de cette réforme de 1995 dont on paye encore le prix aujourd'hui. Et dernière chose que je voudrais indiquer par rapport à l'expérimentation, c'est vrai, effectivement, j'avais vécu quand j'étais au parquet de Lyon, dans les années 95, il y avait eu un projet de réforme de la départementalisation de la police nationale, hors police judiciaire, qui en réalité n'avait pas fonctionné du tout, puisqu'il avait été abandonné au bout de 18 mois ou 2 ans. Sur la dernière question, oui, l'expérimentation. Alors, là aussi, Madame la sénatrice, moi j'y vais de façon nuancée et prudemment, hein, puisque les langues se sont déliées un petit peu. Moi, je n'ai pas ressenti des effets particulièrement positifs sur l'expérimentation
dans les départements dans lesquels effectivement on a eu l'occasion de voir fonctionner tout ça. Je recherche, mais on a eu quand même des choses pas très positives qui sont remontées. Nous, ce qu'on nous a dit, mais encore une fois, ça méritera d'être confirmé ou infirmé par l'inspection, hein, je suis prudent, on nous a dit que les procureurs étaient marginalisés dans l'élaboration et la détermination de la politique pénale, avec une situation dans laquelle, finalement, l'autorité judiciaire n'était plus vue que comme un gestionnaire de flux. Voilà, c'est-à-dire que on ne s'en sort pas, on a des stocks en souffrance, vous allez nous aider à les traiter, avec notamment des politiques anticipées, de révision des procédures et notamment de classement. On nous a dit qu'il y avait une absence de prise en compte des priorités de politique pénale définies par le parquet. Alors c'est vrai qu'en général, au sein de l'État, on le voit dans les circulaires, il y a des thèmes communs de politique pénale qui sont portés à la fois par l'intérieur et par la justice. Mais on n'est pas dans un monde parfait. Il y a aussi parfois certaines bisbilles et il n'y a pas toujours l'unanimité dans certaines choses. On l'a vu d'ailleurs notamment pendant la crise de la pandémie où il y avait des priorités au niveau de la sécurité publique qui allaient peut-être beaucoup plus sur la pénalisation de la mise en danger dans l'espace public, alors que certains parquets auraient voulu effectivement qu'on mette beaucoup plus l'accent sur des violences aux personnes ou des atteintes aux biens qui se commettaient d'une façon un petit peu différente. Donc il n'y a pas d'unanimité là-dessus. Et là aussi, il faut bien prendre conscience du fait que si c'est le seul des DPN qui est décisionnaire dans ces matières-là, le procureur risque, par contre-coup, de ne plus avoir les moyens de mettre en œuvre la politique pénale. Et on a eu des retours, alors la plus précis, notamment sur des parquets ultramarins, avec discours indiquant que dans la pratique, ça c'est notamment pour la Guadeloupe, des magistrats du parquet qui n'étaient plus libres de choisir le service d'enquête qu'ils souhaitaient, leur demande étant filtrée par le DDPN. Je cite moi ce qui m'a été répété, ne pouvant plus décider en opportunité du service d'enquête qui leur paraît le mieux à même de décider. Et puis aussi une focalisation un peu particulière sur le fait que tout le monde est d'accord pour améliorer l'information des élus sur l'évolution de la criminalité et ses modes de traitement. Pour autant, les élus, on ne peut pas forcément à recevoir un certain nombre d'informations qui concernent directement l'évolution et la conduite des investigations. Je pense que ce n'est pas leur rôle. Et il y a eu là-dessus un certain nombre de retours sur l'outre-mer, stigmatisant le fait que certains élus ultramarins avaient bien vu la bonne filière pour avoir des informations parfois très précises sur un certain nombre de traitements d'affaires grâce aux préfets et aux directeurs départementaux. Voilà. Mais tout ça, je pense que méritera d'être... Moi, je suis dans le... On dit, hein, je suis l'homme qui a vu l'ours, là, hein, l'homme qui a vu l'ours. Je pense que ça sera tout l'avantage et le bénéfice de ces inspections, de faire la part des choses et de démontrer quels avantages et quels inconvénients. Merci, Monsieur le procureur général. Alors, les rapporteurs ont-ils d'autres questions? Madame Bellioro et Monsieur Durin. Ce n'est pas du tout une question, c'est que on croit savoir que les retours des inspections, ça sera pour le mois de janvier. Donc, en effet, ça sera certainement très éclairant. Monsieur Durin. Deux questions brèves. Vous nous avez fait état d'un certain nombre de retours sur les expérimentations. Nous en avons eu nous-mêmes par les responsables de la police qui avaient à gérer ces expérimentations. On a déjà le sentiment qu'à droit constant, un certain nombre de choses étaient possibles, par exemple en matière de co-saisine, et que ces expérimentations qui sont déroulées à droit constant et à moyen constant ont pu dégager aussi ou là des méthodes de travail nouvelles. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un champ à déjà investiguer dans cette perspective-là? Et puis, deuxième question, c'est le contrôle politique redouté par la tutelle préfectorale sur la nouvelle organisation. La seule exception zonale à la logique départementale concerne les atteintes à la probité. Or, vous l'avez indiqué en début de propos, la sensibilité d'une affaire, ça ne se résume pas à la seule atteinte à la probité. Je vais vous entendre là-dessus. Alors là aussi, j'y vais avec prudence parce que je n'ai pas les contours, les derniers contours du projet, mais effectivement, j'avais entendu dire à un moment donné que n'était préservé au niveau zonal, et je crois que ça figurait dans les organigrammes qui avaient été diffusés à la PJ à l'époque, ne figurait effectivement que la préservation de la sphère atteinte à la probité à travers le maintien, si j'avais bien compris, dans les DZPJ, de 2 entités de 6 enquêteurs
chacune, 6 enquêteurs pour le blanchiment, 6 enquêteurs pour la probité et la corruption. Franchement, c'est pas sérieux, c'est pas suffisant. Demain, avec qui vont travailler les juridictions interrégionales spécialisées? Avec qui travaillera donc, moi, j'espère simplement que c'est une problématique dont les responsables ont pris conscience et que l'outil sera préservé là-dessus. Je pense que l'enjeu n'est pas du tout de préserver le traitement des atteintes à la probité, ça c'est certain, c'est de préserver, même je ne dis pas qu'on ne puisse pas l'améliorer, de préserver dans sa totalité l'outil de traitement de la grande criminalité organisée et financière. D'autant que, là aussi vous me permettrez une dernière accroche, les atteintes à la probité, ça ne recouvre pas tout le champ de la criminalité financière. Le traitement de la criminalité financière déjà ne va pas bien, il est très mal, pour ne pas dire parfois pas traité. Le projet, dans son épure initiale, pour moi, c'était vraiment la fin du traitement de la délinquance financière, parce que les DDPN ne seraient jamais partis sur ce champ-là. Procureur général, il y a une question, on entend, enfin on nous dit, et on l'a pu le constater, que la police judiciaire n'attirerait plus. En clair, les policiers qui sortent d'école restent sur la sécurité publique, mais ne vont plus en police judiciaire, pour des raisons de mobilisation 24 heures sur 24, principalement des questions de mode de vie en réalité, ou de qualité de vie, je peux dire. Et en même temps, c'est pas vraiment en gendarmerie, on nous l'a dit hier. Comment vous voyez les choses pour améliorer cette situation? Je pense que c'est un problème qui est véritablement systémique. Alors, je voudrais d'abord dire que, bien sûr, il y a une crise des vocations. Moi, j'ai connu en 40 ans, en gendarmerie, mais aussi en PJ, des enquêteurs extraordinaires, effectivement, qui ne comptaient pas leurs heures et qui, à un moment donné, c'était vraiment une vocation. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de fonctionnaires de police qui ont des problèmes personnels, hein, en termes de séparation conjugale et de choses comme ça, parce que tout le monde sait qu'ils mènent des vies dans lesquelles ils donnent beaucoup de leur personne, et c'est pas toujours facile à concilier sur le plan personnel. Donc je pense qu'il faut leur rendre hommage là-dessus. Pour autant, il y a les crises de vocation. On l'a vu ça d'ailleurs beaucoup après le traitement des attentats, mais j'allais dire, ça fait partie de la nature humaine. Quand vous travaillez, que vous êtes impliqué à fond, quand vous avez des fonctionnaires qui ont des centaines et des centaines d'heures à récupérer, bon, ça dure un temps. Vous avez eu, on l'a vu d'ailleurs même en matière de lutte antiterroriste, après les attentats, il y a toute une vague de personnes qui étaient impliquées là-dedans depuis 5, 6, 7, 8 ans, qui ont voulu changer et passer à autre chose, c'est logique. Donc je pense que ça fait partie de la nature. Je dis que c'est systémique parce qu'en réalité, c'est lié à un certain nombre de facteurs qui sont beaucoup plus généraux. D'abord, je pense qu'il y a des problèmes de motivation. Je pense qu'il est démotivant, particulièrement dans certains contentieux, de savoir qu'on va traiter une enquête dans une affaire qui ne verra pas le jour avant des années et des années. Quand vous savez qu'en matière d'atteinte à la probité ou en matière financière, il faut parfois... il y avait eu des comptes qui avaient été faits dans une cour voisine de Paris, il fallait entre 7 et 8 ans pour arriver à mener à bien une atteinte à la probité ou une affaire financière. Je pense que c'est des choses qui ne sont pas motivantes pour des enquêteurs. Donc il faudrait avoir quelque chose qui fonctionne mieux avec une réduction des délais. On est toujours plus motivé quand on voit l'issue de ce sur quoi on travaille. Hein. Ce n'est pas du domaine de l'impossible. Après, il y a des choses, je pense qu'il faut certainement revitaliser la filière, mais ça, c'est plus la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Mais je pense qu'ils ont sûrement bien pensé avant nous, rendre peut-être la filière plus attractive à travers des avantages de carrière, des avantages de fonction, des primes, soigner effectivement... assurer effectivement des vraies récupérations, parce qu'encore une fois, ça ne peut fonctionner qu'un temps, et puis faire un effort effectivement sur à la fois l'encadrement et la multiplication des OPJ. On sait qu'il manque des OPJ. On partage tous la vocation incroyable de ceux qui aujourd'hui sont en fonction et mènent des missions difficiles. Hein. C'est vraiment tout à fait remarquable, et hommage doit leur être rendu, hein, c'est incontestable. Y a-t-il d'autres questions ? Pas de questions. Écoutez, merci en général de votre présence, merci, M. le Président, de la clarté de votre propos. Dont nous... des écrits. Hein.